Bonsoir à tous, chers invités, au nom du Monde Citoyen. C'est une monumentale joie de vous accueillir. Je ne pensais pas que vous seriez autant, c'est incroyable. Nous lisons et entendons dans les journaux, dans les débats politiques et autres médias, parler de biodiversité, de l'arborisation chaque semaine. J'ai même entendu récemment que l'écologie prenait tout l'espace public. Eh bien tant mieux, mais honnêtement, c'est pas encore suffisant. Et je pense que vous êtes entre là ce soir pour ça. En tout cas, nous, au Monde Citoyen, on s'est vu, on a créé un GT Biodiversité, un groupe de travail, et c'est comme ça qu'est venue l'idée de cette soirée. À travers le Monde Citoyen, qui est un mouvement politique montant, composé autour de 3 piliers, la solidarité, la démocratie, l'écologie. Ce mouvement est actif dans la politique locale et a soutenu des initiatives populaires qui vise à protéger et développer la canopée sur le territoire. Je vais passer la parole à l'un des initiants de cette initiative, Stéphane Simon, qui nous en dira un peu plus. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bien chers conférenciers et bien chères conférencières, au nom de l'association Moins Avenir que je représente, l'Association pour la défense de l'environnement au Mont-sur-Lausanne, je suis vraiment très heureux de vous accueillir et je peux effectivement vous promettre que c'est avec beaucoup de curiosité et d'intérêt que nous allons vous écouter ce soir. Il y a quelques mois, quand on vous a demandé un petit peu timidement si vous étiez disponible pour cette date, finalement, j'avoue que nous avions un petit peu rêvé d'un tel casting, comme celui qu'on a aujourd'hui, si vous me passez l'expression. Et c'est effectivement un casting de rêve, pour 2 raisons, pour sa diversité et pour sa qualité. Donc c'est vraiment un grand honneur que vous me faites à toutes et à tous d'être réunis ce soir. De tout cœur, un grand merci. Ce soir, on va donc entendre plusieurs intervenants et intervenantes dans une première partie sous forme de conférence, puis ensuite avec 3 nouvelles personnes pour la table ronde. Ce sont des personnes qui sont toutes des personnalités qui finalement s'articulent autour du vaste domaine des résineux et des ligneux. Et les réflexions qui s'en suivront donc, au cours de la table ronde en particulier ne manqueront pas de nourrir les réflexions qu'on a ici localement et nos actions également pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire pas finalement au fin fond du Midwest ou de la Chine ou même de l'Amazonie, mais bel et bien localement, c'est-à-dire chez nous, là où on peut agir et là où on doit aussi le faire. Alors effectivement, comme évoqué par Véronique, il y a cette initiative que nous avons portée, qui sera débattue le 12 décembre en conseil communal. Donc suspense. On n'a pas attendu, ceci dit, pour se mettre en action. Et dans 10 jours, c'est-à-dire samedi prochain, on posera la première étape de série qu'on aimerait bien faire de plantation à l'EMS de la Paix du Soir au Mont. Donc, on l'espère, la plus grande joie des résidents de cette EMS. C'est un projet qui a été déjà réfléchi il y a quelques temps, au moment où on est en train de collecter ces signatures pour l'initiative. Et Brigitte vous en parlera davantage, Brigitte Besson vous en parlera tout à l'heure donc de ce projet. Les financements sont encore ouverts et puis on a besoin de moi dans 10 jours en espérant que la météo sera avec nous. Ensuite, et finalement, je terminerai en discutant un tout petit peu des besoins de l'association Moins Avenir pour financer nos actions qui sont nombreuses, un petit peu hyperactifs et parfois coûteuses, en particulier en termes juridiques. Nous organisons notre 2e soirée de gala le samedi 10 décembre prochain. C'est une belle occasion, il me semble, de mêler l'utile à l'agréable, si jamais. Donc venez nombreuses et nombreux. Il y a pas mal de choses qui sont prévues. Cocktail, souper, une tombola et puis musique et danse jusqu'au bout de la nuit. Donc vous avez même la possibilité de réserver votre place ici ce soir grâce à la technologie. Donc contactez-nous et ce sera tout. Avant de laisser la parole à M. Jean-Marie Urfer, qui sera notre maître de cérémonie comme il l'a dit, je vais présenter rapidement nos conférenciers donc pour la première partie, dans l'ordre de leurs interventions respectives. Donc, M. Benjamin Rudard, chef de division au SPADOM, c'est-à-dire le service des parcs et domaines de la ville de Lausanne, sera le premier intervenant, suivi de M. Pierre Mariotte,
qui est un chercheur à l'agroscope de Pozieux, spécialiste des haies et de l'agroécologie. Ensuite, c'est Madame Sophie Chanel qui prendra la parole, la directrice du parc naturel du Jorat. Donc, comme vous le savez sans doute, la commune du Mont-sur-Lausanne fait partie de l'association Jorat Parc Naturel. Ensuite, Monsieur Sébastien Monachon, photographe et autodidacte pour la plantation des forêts, nous parlera de son expérimentation pour développer une microforêt sur le plateau, microforêt dite de Miyawaki. Le docteur François Felbert est notre 5e conférencier, mais je ne l'ai pas encore vu arriver, alors peut-être qu'il a du retard. On verra. Donc, François Felbert, c'est un tout jeune retraité, c'est l'ancien directeur du jardin botanique de Lausanne, j'espère qu'il nous rejoindra, ancien chercheur au département d'écologie et d'évolution à l'UNIL. Je crois que les présentations sont faites, et puis je laisse la parole à M. Michel. Merci. Oui, alors je vais encore donner juste une petite information sur le déroulement de la soirée. Donc on aura des conférences. L'idée c'est de les enchaîner un petit peu. Alors peut-être juste le temps qu'on passe d'un ordinateur à l'autre, ce serait peut-être une question, je vais vous frustrer un peu dans la première partie. L'idée c'est de garder vos questions pour la partie table ronde où on aura tous les conférenciers plus quelques intervenants supplémentaires que je vous présenterai en temps voulu. Qui participeront donc à la table ronde, dans laquelle vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, peut-être qu'il y aura, vous avez peut-être frustration à la fin de la conférence. Une question, le temps qu'on change d'ordinateur au suivant, et puis on enchaîne un peu les conférences, et après, comme ça, vous aurez la parole pour ensuite intervenir avec tout le monde en face de vous. Voilà, donc je donne effectivement la parole, c'est la parole effectivement à M. Benjamin Hula, le chef de division arbres et forêts au SPADOM, donc à la ville de Lausanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation d'une commune voisine, de citoyens d'une commune voisine. Alors je vais essentiellement vous parler, et en toute humilité, vraiment de ce qu'on fait à Lausanne pour les arbres, l'objectif que s'est fixé la municipalité via son plan climat pour la valorisation du centre-ville. Et puis je remercie au passage mes collègues qui sont listés ici, qui évidemment c'est un énorme travail d'équipe avec le service des parcs et domaines et plein d'autres de la ville pour mettre à profit et réaliser tout ça. Donc je vais juste faire un petit peu de genèse, du contexte, fixer aussi quelques mots, quelques définitions, et puis ensuite vous parler un peu de ce qu'on fait, comment on le fait, avec peut-être des ellipses un peu plus spécifiques. Je vais vous parler notamment des essences adaptées, mais je crois qu'il y a des gens qui vont suivre ma présentation qui seront un peu plus pointus dessus, donc je vais peut-être passer un peu moins de temps. Il s'agit évidemment d'une présentation recyclée, donc si je passe rapidement sur des slides, ne soyez pas trop frustrés, mais c'est parce qu'on couvrira ces sujets par la suite. Donc, l'objectif Canopée, c'est issu d'une observation toute bête. Même sans changement climatique, les îlots de chaleur urbains sont une vraie thématique pour la qualité de vie en ville. La minéralité de l'espace public, la minéralité du bâti fait que le centre-ville est toujours plus chaud de quelques degrés, entre 3 et 5, que la campagne environnante. C'est vrai à Lausanne, c'est vrai dans toutes les villes. Et puis par-dessus ça vient s'ajouter le trend climatique qu'on observe en Europe, en Suisse comme ailleurs, qui fait qu'on a des scénarios plus ou moins alarmants sur les futures températures et aussi des régimes de sécheresse, précipitation qui changent. Tout ça amène ça a amené à la réalisation, à la mise en place du plan climat de la ville, et puis aussi à son volet, donc ça c'est le volet adaptation au changement climatique. On parle vraiment de juste simplement conserver une ville habitable avec un climat qui change et qui se réchauffe et qui, comme cette année, nous fait la part belle aux sécheresses et aux canicules. Donc, quand on parle de canopée, il faut vraiment, d'habitude on parle en nombre d'arbres, on arrive à compter les arbres, on compte les troncs, etc., c'est relativement simple. Quand on parle de canopée, on parle d'une surface. Et là, on doit prendre un peu la vision d'un oiseau, d'un avion, pour voir la ville d'en haut. Et grâce à un laser, donc c'est le même outil pour faire des levées topographiques, sauf que là, on regarde effectivement que la partie végétation, donc on peut détecter, classifier qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui constitue un arbre, et donc on va avoir ce type d'image-là, de représentation qui sort. Là, les dégradés de couleurs, c'est simplement la hauteur de canopée, et ensuite on va juste prendre tout ce qui est plus haut que 3 mètres, on va considérer que c'est de la canopée arborée, et on va ensuite calculer une surface. La surface du centre-ville, sur la surface qui est occupée par la canopée, qui est recouverte, vue d'avion, par du feuillage, en 2012, lors de l'état des lieux initial, c'était 20%.
On a un objectif maintenant à 2040 qui est de 30%. Donc vous voyez qu'on augmente de 50%, enfin on augmente de 10% brut la couverture de canopée à 2040. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais ramené au périmètre urbain de la ville de Lausanne, qui est à peu près de 20 km², vous voyez que 10% de 20 km², ça fait quand même pas mal d'arbres. Et puis on a dû utiliser aussi une clé de conversion indicative pour dire un arbre mature représenterait combien de mètres carrés de canopée, ce qui nous permet après par une règle de 3 de savoir combien d'arbres on doit planter ou ajouter en équivalent arbre à cela, et ça représente 25 000 arbres en 18 ans. Donc encore une fois, on peut trouver ça gros, on peut trouver ça petit. Je vous jure qu'en termes de logistique, c'est pas simple, et c'est une opération de grande ampleur. Là, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il n'y a pas que planter des arbres, évidemment, il y a aussi mieux les planter. Vous avez peut-être passé à travers de certaines avenues lausannoises ou ailleurs dans d'autres villes où il y a des arbres, ils sont là, on les voit, mais alors ils sont tout petits, et puis comme on a l'œil, on ne les voit pas pousser à vue d'œil, mais si vous venez d'année en année, en fait, ils ne grandissent pas. Ils ont été mal plantés, il n'y a pas assez de sol, ils n'ont pas assez d'eau. Donc ça, on doit faire mieux, avec un sol mieux alimenté en eau, mieux alimenté en nutriments, surtout avec du volume pour que les racines puissent aller chercher de la nourriture pour faire grandir l'arbre. On doit aussi moins tailler. On a une tradition en Suisse de faire du tout beau, tout propre, aligné, taillé à la manière géométrique, etc. Les arbres, lorsqu'on les laisse pousser, ils ont une autre forme que ce qu'on voit dans les jardins très architecturés. Et simplement de laisser partir les arbres, comme on dit, de les laisser pousser, ça a des gains en termes de canopée qui sont non négligeables, notamment sur les arbres d'avenue lorsque c'est possible. Et puis, valoriser et préserver, alors c'est aussi un peu le nerf de la guerre, c'est qu'on a déjà 20% de canopée, l'idée c'est de ne pas éroder ce 20% de canopée tout en plantant à tir de bras à côté, donc l'idée c'est vraiment de conserver les acquis, préserver les arbres existants, notamment les grands arbres. Et puis ça passe par toutes sortes de révisions réglementaires. Le plan directeur communal qui est en cours de débat au conseil communal, ça a commencé hier soir et je ne sais pas combien de soirées ils vont y passer, mais c'est un des sujets intenses. Ensuite les plans d'affectation, le PGA, et puis on a un règlement des arbres qui est déjà existant mais qu'on va réviser et renforcer pour ça. Et au cœur de tout ça, il y a le patrimoine forestier, qui est vraiment l'architecture forestière arborée majeure de la commune qu'on doit aussi préserver alors qu'elle subit des assauts du climat. Ça c'est un graphique tout simple pour vous montrer, c'est vraiment un beau plan bien linéaire, parce qu'il y a l'état 2012 et puis la visée 2040, et puis on va essayer de coller sur cette ligne le plus près possible, voire même d'anticiper certaines choses, parce que le plus tôt on plantera, le plus tôt ça poussera, et le plus tôt ils fourniront de l'ombre et de l'évaporation. Ça représente aussi des coûts non négligeables, j'ai mis comme ça parce que c'est pas forcément une notion qui est très bien connue, mais de planter un arbre en pleine terre, en ville, dans du terrain qu'on a déjà, donc sur des parcelles villes, c'est quand même entre 500 et 800 francs, donc lorsqu'il n'y a pas de travail de génie civil à faire, entre la plante, les tuteurs, etc. Et puis quand on est dans une avenue, on doit peut-être bouger une canalisation, casser du bitume, retravailler le sol, c'est jusqu'à 25 000 francs par arbre. Donc vous voyez qu'avec ça, on ne va pas forcément très loin, donc on doit aussi jauger nos ressources. On a à peu près 1,5 million de francs par année pour faire ce plan canopé, donc vous voyez, ça ne peut pas mettre que des arbres dans le domaine public, on doit aussi viser stratégiquement dans de la pleine terre. Là, je vais passer rapidement, mais c'est aussi pour vous dire qu'il y a une typologie de rues, donc il y a des zones du centre-ville qui n'ont pas les mêmes besoins et ni même les mêmes contraintes. Donc entre les grandes avenues, le centre-ville, le centre historique, on va avoir des stratégies qui sont différentes. Là, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est qu'on pourrait très bien planter, on sait très bien planter des arbres, on connaît très bien les essences du coin, on aime le local, on aime l'indigène. Or, on a un souci, c'est que le climat est en train de changer et donc il y a des essences indigènes qu'on connaît très bien, mais qui ne sont pas amenées à perdurer à long terme, et à long terme sur l'échelle de vie d'un arbre, donc peut-être une centaine d'années, les conditions climatiques sont en train de bouger à une telle vitesse que ces essences ne seront plus adaptées ou elles vont se prendre des chocs climatiques extrêmement durs. Donc on va essayer de regarder ailleurs dans le monde, ou ailleurs, surtout en Europe, est-ce qu'il y a des endroits qui correspondent au climat qu'on aura dans un futur proche, suffisamment proche. Alors il y a deux trajectoires à peu près qu'on utilise. Une qui part en direction des Balkans, désolé, la carte ne sort pas très bien, mais vous voyez le nom des capitales. Donc vers 2100, on devrait avoir à peu près le climat du centre des Balkans, donc entre Sarajevo et Zagreb. Et l'autre qui, c'est plus exotique, plus chaud, il nous dit plutôt Bari, donc la pointe, le talon de la botte de l'Italie. Alors on aime bien quand on y va en vacances, mais quand ce sera tous les jours, tous les ans, ce climat-là ici, je pense qu'on le vivra un tout petit peu différemment. Donc pour ça, on a mandaté une équipe, on a mandaté une recherche scientifique avec un bureau de biologie pour nous trouver, évaluer certains critères climatiques, résistance végétale et des critères biologiques aussi pour la biodiversité, pour avoir un catalogue d'arbres pour nous permettre de planter à Lausanne. Alors le premier atout, c'est qu'on a
des arbres qui poussent déjà ici, mais qui poussent aussi ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde, dans des climats différents. Donc c'est la même essence, c'est la même espèce, mais elle a déjà un patrimoine génétique qui lui donne des résistances et qui lui donne une adaptation au climat du futur. Donc c'est notre première source d'approvisionnement. On va aller chercher ce type d'arbre-là, simplement aller chercher des graines de ces endroits-là et les faire pousser ici. Ensuite, on a des plantes voilà, du sud. On va chercher simplement quelques centaines de kilomètres au sud, chercher des essences, notamment au sud de la France, en Espagne, des arbres qui poussent très bien là-bas maintenant. Et puis, au minimum, on a quand même encore un petit réservoir de plantes exotiques et puis des plantes horticoles. Ça, c'est un diagramme qui est trop long à expliquer, mais si je vous la fais en cours, tous les petits points de couleur, c'est des arbres existants qui sont ensuite classifiés dans les paramètres climatiques, qui sont simplifiés sur 2 axes. Et puis, ensuite, les carrés de couleur, c'est les climats futurs de Lausanne. Puis ensuite, par espèce, on peut voir si la niche climatique de l'arbre, de l'essence d'arbre, correspond au climat du futur. Puis là, par exemple, c'est le tilleul. Le tilleul à petite feuille, sauf erreur, si je me fais corriger par un second. À grande feuille, merci. Je n'ai pas encore appris tous les noms latins. Et on voit que le tilleul, notamment, il est quasiment systématiquement en dehors de la niche climatique qu'on aura à moyen terme, long terme. Or, le tilleul, c'est un des arbres qu'on connaît bien dans nos parcs, dans les avenues. C'est vraiment un tilleul, une essence qui a été vraiment très favorisée par les jardiniers paysagistes. Et là, on sent que ça va être, en tout cas, on devrait arrêter de planter du tilleul déjà maintenant, sachant que sur leur durée de vie, ils vont arriver dans ces climats hostiles. Ensuite, alors, les critères climatiques et la résistance végétale aussi, aux envahissants, aux nuisibles. Il y a des insectes et des champignons aussi qui menacent certaines essences. Donc on doit aussi prendre ça en compte dans la pondération. Et puis les critères biologiques de biodiversité. Quelque part, ça ne servirait à rien de mettre des arbres qui poussent très vite juste pour faire de l'ombre, mais qui n'ont aucune plus-value pour les insectes, pour les oiseaux, pour la microfaune. Donc éviter de planter, on a des belles essences envahissantes qui poussent extrêmement vite. Mais on doit avoir une analyse un peu plus fine que juste faire de l'ombre rapidement, sinon on laisserait juste toutes les ailantes qui poussent le long des voies CFF notamment, alors ça ferait donc très très vite, ça pousse de 2 mètres par année. Mais par contre, alors c'est la catastrophe au niveau biologique. Et puis, comme on n'est pas forcément sûr à 100% de nos stratégies et des scénarios climatiques, eh bien on va répartir nos œufs dans plein de paniers, c'est-à-dire qu'on va pour chaque plantation, pour chaque site, même pour chaque avenue, ça hérisse le poil des urbanistes, mais sur une même avenue, on ne va pas mettre une seule espèce du début à la fin. Donc on va un peu panacher comme ça les plantations. C'est pour ça que ça irrite les urbanistes, parce que ça ne fait pas un bel alignement beau d'arbres qui auront la même taille, qui vont faire la même look, etc. Il y aura en plus des épineux et des feuillus au même endroit. Enfin voilà, bref, on les challenge un petit peu. Mais c'est aussi au cas où on s'est trompé, au cas où on a pris une espèce qui en fait s'avère vulnérable, au cas où le climat évolue plus vite ou moins vite que ce qu'on a prévu, on n'aura au moins pas tout perdu notre investissement. Et puis diversifier le patrimoine génétique, on a aussi une pratique d'avoir des arbres clonés, bouturés, etc., qui ont tous le même patrimoine génétique, et là on doit réapprendre à faire aussi de l'arbre issu de graines, et qui n'a pas les mêmes contraintes en termes de pépinière, en termes d'approvisionnement, mais qui ont alors une diversité génétique beaucoup plus grande, ce qui fait qu'aussi là on aura peut-être des petits avantages non prévus dans cette diversité génétique. Je passe rapidement, là c'est pour le mieux planter, dans le standard doré des plantations d'arbres, ce qu'on essaye de faire, vraiment l'infrastructure intelligente mais sans technologie, ça s'appelle les fosses à impluvium. C'est les Suédois qui ont mis ça au point il y a une vingtaine d'années à Stockholm, donc c'est les fosses de Stockholm, pas confondre avec le syndrome de Stockholm, c'est beaucoup plus positif. C'est un système pour en gros résoudre 2 problèmes. Un problème qui est la gestion de l'eau dans l'espace public. À chaque fois qu'il y a un orage, vous voyez bien que même toutes les bouches d'égout, aussi grandes qu'elles soient, des fois elles sont trop petites. On ne sait pas quoi faire de l'eau. Et puis un arbre qui n'aura peut-être pas assez d'eau, suivant justement ces périodes de grande sécheresse, et puis surtout de précipitations concentrées, comme on a en été maintenant, où il y a un orage qui verse les 50% de l'eau d'un mois en 10 minutes, et puis ensuite il n'y a plus rien. Et donc c'est un système assez simple, c'est qu'on reconfigure l'espace public autour des arbres, et en sous-sol on prévoit ce qu'on appelle un technosol, donc c'est un sol conçu par l'homme avec un cailloutis un peu plus grossier, avec des espaces entre les cailloux. On rajoute un tout petit peu de matière végétale pour aussi avoir une forme de rétention d'humidité entre les épisodes orageux. Et puis la spécificité entre les fosses de Stockholm et la fosse Lausanne, en guillemets, c'est qu'à Stockholm, il n'y a pas beaucoup de pentes. C'est une ville assez plate. Là, la gestion de l'eau en sous-sol avec une charge en pente, ça fait peut-être des cauchemars d'hydrauliciens ou de spécialistes des sols. Mais c'est faisable, voilà, ça dépend juste. Il y a d'autres méthodes de construction à faire. Et ça permet du coup de résoudre la saturation de la steppe, les inondations en surface,
et en même temps ça arrose les arbres pour des périodes de quelques jours à quelques semaines. Donc il y a de multiples bénéfices. Par contre, c'est relativement onéreux à mettre en place, évidemment, c'est un peu plus cher que juste faire un trou, mettre un arbre et dire que c'est bon. Donc là, il y a tout plein de challenges aussi de coordination avec nos collègues des autres services, l'espace public et de la voirie et du service de l'eau. Je vous fais juste un petit résumé de là où on en est, je vais passer vite, mais on a une première saison, donc ça a démarré l'année dernière, hein, c'est pour ça aussi que je dis en toute humilité, on vient de vraiment arriver en vitesse de croisière. Donc sur l'année 2021, on en a planté à peu près 1500, et puis du 1er janvier jusqu'à fin mars, puisque la saison des plantations se situe essentiellement sur l'hiver, on en a encore mis à peu près 1 millier. Donc vous voyez qu'on est déjà sur, on a un objectif de 1400 par année sur une année civile. Là on est plutôt à 2005, on a plutôt, je crois qu'on a décidé de mettre la briquette tout de suite pour pas attendre gentiment qu'on ait du retard. Et puis pour la saison qui s'ouvre, on a à peu près 1400 plantes qui ont été commandées, donc des arbres. Par-dessus ça, il y a encore des plants forestiers, des petits plants qui viendront agrémenter ce chiffre. Et puis on a un stock aussi de pépinières qui viendra compléter tout ça. Pour l'instant, je l'ai dit, on a une optique assez opportuniste. Hein. Vous avez vu ces histoires de coûts, ces histoires de contraintes, ces histoires de droits de propriété. Donc on utilise beaucoup du territoire communal. Heureusement, la commune de Lausanne a pas mal de parcelles un peu partout, entre les parcs, les écoles, les rues, les espaces aussi interstitiels devant des immeubles, des propriétés communales, etc. Donc on va surtout dans ces domaines-là. Et puis au fur et à mesure des calendriers des chantiers aussi, Lausanne n'est pas qu'un gros chantier, mais elle est bientôt. Donc on se cale sur d'autres services qui ouvrent la route pour mettre des conduites, faire des trams, des bus à haut niveau de service. Et on profite des pelleteuses qui ont déjà fait le trou pour à la fin du chantier remettre des arbres selon des meilleurs modes constructifs. Et puis là, le règlement des arbres, les textes légaux qui encadrent l'aménagement du territoire, ben, c'est un peu le nœud du combat, en tout cas pour le long terme, c'est notamment pour la domanialité privée, c'est de remettre le curseur sur la protection du végétal un tout petit peu plus haut qu'il ne l'est maintenant, notamment par rapport au droit à bâtir, par rapport à d'autres notions, les droits de vue, les servitudes, toutes sortes de normes du droit privé qui des fois mettent en confrontation le bien public, le droit public qui est encadré par les règlements des arbres, et puis le droit privé qui est le droit de propriété, le droit de disposer comme on veut de notre bien fond et de notre propriété. Donc tout ça, je pense que ça doit vous parler. Et puis cette réglementation, on va essayer de l'accroître sans trop renier évidemment sur le droit de propriété, mais avec un but évidemment bienveillant pour l'ensemble de la population qui est d'avoir un centre-ville agréable à vivre. Et je crois que j'ai déjà fait un petit peu trop long, donc je vais m'arrêter là. Et je prendrai vos questions. Merci. Installer M. Mariotte, et s'il y a une question, quelqu'un qui a une question comme ça, juste maintenant, sinon on aura toujours à poser après coup, mais c'est une question qui vous brûle. Oui, il y en a une là, juste le micro. Merci. Oui, bonsoir. On vient de Vevey, de Corzé-sur-Vevey, et on entend tout le temps la question des canalisations. Impossible, il y a des canalisations dans le sous-sol. Qu'en est-il à Lausanne? Par rapport aux plantations d'arbres, ça marche pas. Oui, oui. Alors, quand quelqu'un dit que c'est impossible, ça part mal déjà. Donc, souvent ça veut dire soit c'est très cher, soit c'est très compliqué. Donc effectivement, il y a des fausses conceptions par rapport aux racines des arbres, notamment que l'arbre, il cherche le centre de la terre. Il va chercher très très profondément, et puis s'il peut aller en vertical, il va en vertical. C'est vrai pour certaines essences, je parle encore sous le contrôle des spécialistes, mais la plupart des essences vont chercher surtout en latéral, ils vont chercher de l'eau et des nutriments en latéral dans le sol qui est suffisamment poreux pour avoir des échanges gazeux et de l'eau et des nutriments. Donc on arrive avec des géotextiles, à créer des barrières plus ou moins soft autour des canalisations pour concilier la canalisation et l'arbre, à long terme aussi, parce qu'on réfléchit plutôt à la canalisation, elle va devoir être entretenue, elle va devoir peut-être être changée, et donc pour faire des travaux, pour intervenir sur la canalisation, ça implique d'enlever l'arbre. Donc c'est plutôt pour préserver l'arbre qu'on essaye d'éviter de mettre la canalisation à sa verticale, mais techniquement en tout cas c'est conciliable. Vous demandez au bon ingénieur. Merci pour votre question. Donc maintenant, je passe la parole à M. Mariotte.
pour sa présentation sur les services apportés par les arbres et les haies en ville. Merci. Bonsoir. Alors ce soir, je vais vous présenter un peu comme le titre l'indique, les services apportés par les arbres et les haies en ville. Alors tout d'abord, je vais me présenter un peu. Je suis écologue de formation, j'ai passé mon doctorat à l'EPFL à Lausanne. Ensuite, j'ai travaillé aux États-Unis, en Australie. Je suis revenu travailler en Suisse, à Lausanne. Et puis, depuis 2019, je suis collaborateur scientifique à Agroscope dans le groupe Systèmes Pastoraux. Donc, ma recherche, elle est plutôt tournée autour de l'agroécologie. J'ai travaillé sur des thématiques telles que la biodiversité, les interactions entre le sol et les plantes, la restauration des écosystèmes, et puis aussi bien sur les forêts que sur les pâturages. Et puis, depuis quelques années, je me suis plutôt spécialisé sur les changements climatiques, qui est un problème qu'on va tous avoir à gérer dans les années à venir et qui commence déjà maintenant. Et puis, dans ce questionnement, plutôt que de discuter du problème de changement climatique, le but de notre groupe, c'est plutôt de trouver des solutions à comment limiter les effets négatifs des changements climatiques. Et puis on a débuté l'année dernière un nouveau projet d'agroforesterie où on allie l'arbre en prairie dans le but de voir comment l'arbre peut améliorer la résistance des prairies et de l'agriculture au changement climatique. Donc c'est dans cette démarche de réflexion sur l'importance de l'arbre et les services rendus par les arbres qu'on a mis en place toute une réflexion là-dessus. Et ce soir, je vais vous présenter les services qui sont plus spécifiques au milieu urbain. Donc juste quelques informations, vous savez à quoi ressemble un arbre, hein, c'est donc des racines, un tronc, des branches, des feuilles. Et on a le même principe pour les haies, c'est juste soit des arbustes, soit des arbres qui sont conduits de façon plus basse. Et puis une des fonctions principales des arbres, c'est la photosynthèse, qui est la production d'oxygène et la production de matière, de carbone, qui est stockée dans l'arbre. Les arbres utilisent aussi donc, le CO2 de l'atmosphère et l'énergie lumineuse pour créer l'oxygène. Les arbres ont aussi des racines profondes par rapport à des zones enherbées, par exemple, qui leur donnent accès à des stocks d'eau souterrains et donc qui leur confèrent une meilleure résistance à la sécheresse que d'autres types de végétaux. L'arbre en soi, c'est en fait comme un écosystème. À l'intérieur de l'arbre, on a plusieurs habitats, la production de nourriture, on a plusieurs microclimats, donc on va avoir peut-être des zones plutôt chaudes au-dessus de la canopée, ombragées, humides, etc. Et donc on a un vrai écosystème rien qu'au sein de l'arbre. Et puis quand on parle des écosystèmes, on parle de plus en plus souvent des services qui sont rendus par les écosystèmes à l'homme, ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et ce soir, je vais vous détailler un peu les différents services qui peuvent être rendus par les arbres en ville. Donc les services écosystémiques, ils se divisent en 4 grandes parties. Les services de régulation du climat, de la qualité de l'air, des flux d'eau. Les services de support, donc qui ont un rôle à jouer dans la formation des sols, dans la conservation de la biodiversité et dans le cycle des nutriments. Les services d'approvisionnement, donc c'est pour notre alimentation, pour les fibres, dans la création de vêtements par exemple, et pour le combustible pour se chauffer. On a enfin les services culturels, c'est tous les services qui sont liés aux loisirs, au bien-être, au tourisme et aux valeurs religieuses ou spirituelles. Donc je vais commencer par les services de régulation. Donc un des grands services rendus par les arbres en ville, c'est le rafraîchissement de la ville. Donc on a d'une première part les arbres qui font de l'ombrage. Si on a 100% de rayons solaires dans la partie d'ombre, on a à peu près 25% qui restent, ça veut dire qu'on a 75% qui ont été retenus, et donc on a une plus faible température sous les arbres. On a aussi la question de l'albédo, comme on a parlé mon collègue juste avant, qui est en fait un indice qui va de 0 à 1. 0, c'est pour les sons plutôt noirs, qui absorbent les rayons lumineux. 1 pour les surfaces, par exemple blanches, qui reflètent les rayons lumineux, mais du coup absorbent moins la chaleur. Comme on le voit sur le graphique, on voit que le goudron en bas a un albédo très faible, donc va accumuler la chaleur très fortement, à l'inverse des arbres qui, eux, vont pouvoir plutôt
plutôt réfléchir davantage la lumière, mais aussi l'utiliser. Les arbres, ils utilisent la chaleur pour la photosynthèse, donc les rayons lumineux, et puis tout comme nous, ils vont devoir réguler leur température. Donc quand il fait trop chaud, ils régulent leur température, tout comme nous, en évacuant de l'eau, en transpirant, et donc ils vont libérer des grandes quantités d'eau sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Et c'est ça, cet effet de rafraîchissement qu'on a en ville. En fait, c'est ce qui permet aux arbres de rafraîchir la ville. Alors on voit ici un exemple de température. Alors tout au-dessus, une rue où on n'a pas d'arbres, en dessous une rue où on a des arbres. Et on voit pour un équivalent de la même journée ensoleillée en été, on voit que là on n'a pas d'arbres. Dans la température de l'air, on peut aller jusqu'à 37 degrés, alors que si on a des arbres, on a déjà 10 degrés de moins. On a la même chose sur la température la plus importante, c'est au niveau de la route. On voit au-dessus à peu près 45 degrés sur le bitume, alors que si on a une couverture d'arbres, on descend à presque 20 degrés de moins. On a le même effet, on voit au-dessus sur le capot de la voiture, 61 degrés en plein soleil, mais si on est sous une couverture d'arbres, on descend à 26 degrés. Donc là, on voit bien l'importance des arbres dans une ville. Et puis, on voit, donc il y a plusieurs études qui ont travaillé là-dessus, alors il y a plusieurs chiffres, ça diverge selon les villes, selon le climat, etc. Mais on peut voir qu'une ville, si on ajoute des arbres et des zones, des massifs, on peut réduire la température de 0,7 degrés jusqu'à 2 degrés. Donc ça veut dire qu'on va abaisser la température de la ville, qui peut être un moyen, en fait, rien que d'apporter des arbres, un moyen très efficace pour pallier à l'augmentation des températures liées au changement climatique. On parle de 2-3 degrés d'augmentation. On voit que les arbres en ville pourraient déjà réduire d'une bonne partie ce réchauffement. Et puis, quelque chose qui est aussi assez important, dont on parle assez peu, c'est l'écart de température entre les villes et les campagnes, quand on différencie la journée et la nuit. On voit qu'en ville, il fait toujours plus chaud par rapport à la campagne. Alors, selon les villes, ça peut être 1-2 degrés, voire plus. Ça dépend de l'agglomération. Mais ce qui est le plus important, c'est la température la nuit. Parce qu'en fait, pendant la journée, tous les bâtiments, le goudron vont accumuler la chaleur. Et puis, c'est la nuit qui vont la restituer le plus. Donc, la nuit, on a un écart entre la campagne et la ville qui peut aller de 5 à 10 degrés, juste parce qu'on a cette restitution de chaleur qui a été accumulée pendant la journée, qui se libère pendant la nuit. Alors, un autre service dont je vais parler, le service de support. Un service important, c'est la conservation de la biodiversité, qui est ensuite important pour plein d'autres services, donc on verra après. Dans une haie, par exemple, on va trouver différents habitats qui vont permettre à différents groupes d'animaux de s'installer. On a aussi une production de nourriture pour ces animaux, donc on va avoir une biodiversité de la flore, des oiseaux, des petits mammifères, des insectes, etc. Je vois ici, j'ai mis en exemple le parc de Montrepos, parce que j'habite juste à côté, donc comme j'y passe souvent à toutes les saisons, je vois un peu l'évolution du parc. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est par exemple là, ce qu'ils font chaque année, c'est qu'ils collectent les feuilles qui sont les feuilles mortes, et puis ils vont les disperser sous l'arbre. Alors ça, c'est une méthode de gestion déjà qui est importante pour la restitution des nutriments à l'arbre, mais aussi qui peut créer des habitats pour le hérisson, par exemple, qui adore aller se cacher sous les feuilles pour hiberner. Donc on a aussi, encore un exemple à Lausanne, des petits arbres fruitiers, ici c'est un arbre qui fait des fruits, un viorne, qui est très apprécié des oiseaux, donc là il va attirer un grand nombre d'oiseaux qui vont venir manger ses baies. Donc de façon générale, les haies, les petits arbres ou les arbres vont améliorer la biodiversité dans tous les types, dans tous les groupes d'animaux. Ensuite, je vais passer au service d'approvisionnement. Alors, les arbres ont bien sûr le service en termes d'approvisionnement de la production de bois, ça c'est pour la forêt, mais en ville, on peut imaginer aussi que des haies puissent produire des fruits qui sont comestibles. Je crois qu'il y a un de mes collègues qui parlera de ça après. Voilà. Donc on peut imaginer, comme on a vu ces dernières années, la création de plein de jardins participatifs en ville, on peut aussi imaginer des haies participatives ou des micro-forêts participatives, où là, le public pourrait aller entretenir aussi ces haies et cette forêt, mais tirer des bénéfices, tout comme les jardins publics.
On a aussi un grand nombre de fruits qui sont produits par les arbres, bien sûr les pommiers, les pommes, les poires, etc., qui peuvent, dans certains cas, être utilisés et puis produire de la nourriture complémentaire pour les habitants de la ville. Il ne faut pas oublier la vigne, en fait, qui en Suisse, bien sûr, il y a beaucoup de vin, il y a beaucoup de vignes. Et puis la vigne, qui est une liane, peut aussi être conduite en haie. Donc on peut très bien imaginer conduire une vigne en ville, tout comme une haie, qui pourrait aussi produire du raisin pour les habitants. Je vais finir par le dernier service, les services culturels. Donc encore des photos du parc, de mon repos. Ici, un des services principaux au niveau de ces parcs, c'est de créer des aires de jeu, par exemple, pour les enfants, mais aussi un esthétisme d'intérêt. Dans le parc de mon repos, il y a en ce moment ce grand ginkgo qui est en train de devenir jaune d'or, et puis il y a plein de gens qui s'arrêtent pour prendre des photos, et ça crée un milieu très agréable pour se promener. Donc c'est un autre service. Et puis enfin, une zone de bien-être, avec l'ombrage. Ici, c'est à Vevey, par exemple, dans une montée d'escalier. Ils ont planté, je crois, c'est une glycine qui fait de l'ombre et qui fleurit une partie de l'année. Et puis donc, on améliore le bien-être pour les habitants. Voilà, de façon générale, je vais conclure par certaines perspectives. Donc, comme je vous ai montré, il y a un grand nombre de services écosystémiques qui sont rendus par les arbres et les haies en ville. On a le rafraîchissement du climat urbain, l'amélioration de la qualité de l'air, puisque les arbres ils absorbent aussi certains polluants atmosphériques de la ville. On a aussi la conservation de la biodiversité, la production de nourriture, certes assez faible mais complémentaire, qui peut avoir un attrait pour les habitants, une amélioration du cadre de vie et des aires de détente et de loisirs. Alors, je ne vais pas vous mentir, il y a toujours des inconvénients, comme toute méthode. Alors j'ai listé juste quelques petits inconvénients qui peuvent ne plus être des inconvénients s'ils sont bien gérés. On a bien sûr un des inconvénients, c'est la production de feuilles qu'il faut gérer. On voit que, comme dans le parc de mon repos, où si on arrive à placer toutes ces feuilles au même endroit, à les stocker, on peut utiliser ça comme une méthode pour améliorer la biodiversité. Et puis un autre paramètre important de la conduite des arbres, c'est la taille et l'entretien. Alors bien sûr, ça nécessite un peu de travail, mais on peut valoriser ces tailles en compost ou en bois fragmenté qui peut être réutilisé sous les arbres et sous les haies comme fertilisant ou alors pour protéger contre la sécheresse. Et puis enfin, le dernier problème des arbres et des haies, c'est les allergies. Et là, il faut bien choisir ces arbres. Par exemple, le noisetier est beaucoup planté, mais c'est un arbre qui fait beaucoup d'allergies. Moi, je suis allergique, donc je sais. Et voilà, c'est des choses à prendre en compte dans la mise en place d'arbres, mais comme on l'a vu, on peut avoir vraiment des services très intéressants pour les villes au niveau des arbres. Merci. Je vais laisser Madame Chanel s'installer. Est-ce qu'il y a une question qui irait pour M. Mariotte maintenant pour la transition? Oui, il y en a une là. Une petite question, mais vous parlez d'utiliser les feuilles pour aider les hérissons à nicher. Est-ce que vous pensez également à leur laisser des espaces entre les parcelles, parce que justement, s'ils ne peuvent pas se déplacer, on va pouvoir leur faire des espaces de niche. Voilà, alors, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une trame assez dense de ces espaces de forêt, de haies, qui permettent à tous ces animaux de circuler. En fait, plus les animaux sont petits, moins ils circulent loin. Donc ça veut dire que les insectes, ça va être très localisé, les hérissons aussi, et puis l'important, voilà, c'est d'avoir des corridors qui leur permettent de se déplacer en ville. Parce que pour avoir dû sauver quelques hérissons qui ne savaient plus où aller, à gauche, d'un côté il y a une barrière, de l'autre côté un mur, et au milieu de la route. C'est ça, il faut qu'il y ait une certaine connectivité dans le paysage. Merci. Donc, je passe la parole à Madame Chanel du Parc naturel du Jura, qui va parler du Parc naturel du Jura, enjeu d'une portion de forêt en libre évolution, et donc elle est directrice de ce parc, très bien placée pour nous en parler. Donc, je vous cède la parole. Merci, bonsoir à toutes et tous, et merci aux organisateurs de la soirée pour l'invitation. Je vais donc vous présenter le travail qu'on réalise dans le cadre du Parc naturel du Jura, qui se situe juste à côté de chez vous.
Alors cette forêt du Jura, peut-être vous le savez, je pense que vous le savez, c'est la plus grande forêt d'un seul tenant du plateau suisse. Elle fait environ 40 km². Elle a la particularité d'être située au nord de l'agglomération lausannoise et puis d'avoir aussi une connectivité avec les communes qui sont plus campagnardes et rurales. On voit sur la photo aérienne que le massif forestier du Jura, en fait, il a un cœur et puis ensuite il a un peu comme une main, il a des doigts qui partent jusqu'au centre-ville de Lausanne avec des ramifications forestières qui sont en fait assez longues dans le territoire. Le parc, il est situé uniquement sur le territoire de la ville de Lausanne et sur ses propriétés forestières. Donc, moi, je suis amenée à travailler avec M. Ruda de manière assez rapprochée. C'est ces équipes de bûcherons qui sont à l'œuvre pour entretenir la forêt du parc. Et puis, le parc a été labellisé l'année dernière en tant que parc d'importance nationale. Il est géré par une association, c'est ce qui est en fait demandé par le cadre légal. Et puis, sont membres de cette association, évidemment la ville de Lausanne, comme commune territoriale, mais aussi d'autres communes, comme la commune du Mont-sur-Lausanne. Et puis, on a aussi des membres individuels. Tout un chacun peut devenir membre de l'association. Le parc, il fait un petit peu moins de 10 km², et la particularité, c'est qu'il a une aire protégée de 4,4 km², où le but, c'est de laisser la nature en libre évolution. Pourquoi laisser la nature en libre évolution? Eh bien, c'est pour favoriser les phases de vie tardives du cycle forestier. Donc, en fait, en général, dans une forêt exploitée, on va couper les arbres au niveau, après un certain nombre d'années, après 100, 120 ans, quand on dit que les arbres sont dans leur adolescence, si on compare à l'espèce humaine. Et puis, du coup, on n'a pas assez de bois mort qui reste dans les forêts. Or, on a un quart de la diversité biologique qui est liée à ces milieux de bois mort en forêt, que ce soit justement des espèces de champignons, des oiseaux. Évidemment, le pic est une emblème de ces espèces qui a besoin de bois mort. Les coléoptères, les amphibiens ont besoin de bois mort. Donc on dit environ 6000 espèces qui sont liées au bois mort, et puis ce sont des milieux qui sont identifiés comme manquants dans les forêts de plaine surtout, parce que ce sont des forêts qui sont fortement exploitées. La création de ces milieux qui favorisent le bois mort, ils sont aussi voulus par les politiques, qu'ils soient au niveau national, les stratégies au niveau cantonal. Donc la création des aires protégées qui favorisent la libre évolution répondent aussi à des objectifs qui ont été définis dans des cadres plus larges. Ce qui est intéressant dans le cadre de ces forêts du Jura, c'est que sa particularité, c'est d'être située au port de l'agglomération lausannoise et donc d'être fortement fréquentée. Et puis, nous, ce qu'on va faire dans le cadre de cette aire protégée, de cette réserve du parc, c'est en fait de garantir l'accessibilité à cette portion de forêt. Dans l'aire protégée du parc, les usages sont différents que dans le reste de la forêt, parce que le but, c'est de laisser justement la nature en libre évolution. Donc, à l'image de ce qui se passe au Parc national suisse, dans l'aire protégée du parc, les gens devront se limiter à avoir une pratique sur les chemins. Et puis ensuite, dans cette aire protégée aussi, le travail des bûcherons s'arrête en termes d'exploitation de bois. On arrête de couper des bois pour la production. Par contre, on travaille avec eux sur la question de l'entretien, parce qu'on a un linéaire de chemin qui est très important, et puis on travaille avec eux à réfléchir à comment est-ce qu'on peut entretenir ce linéaire de chemin, garantir la sécurité des promeneurs en étant le moins impactant possible sur les milieux naturels et sur la forêt. Donc on est encore à ce stade en phase tout à fait exploratoire, on teste des choses et puis on fait évoluer nos concepts en fonction des résultats qu'on a. On a aussi des actions en faveur de la biodiversité qui sont plutôt en gestion active, en dehors de cette aire protégée du parc, donc dans le territoire du parc, mais aussi sur les communes qui sont membres de l'association. On réalise des mesures en faveur de la biodiversité, et là on a cet automne réalisé une collaboration sur la commune du Mont-sur-Lausanne pour planter des haies du côté du centre sportif de Malou, je crois que c'est ça le nom, vous savez.
où là, en fait, on a collaboré avec la commune pour notamment réaliser ces plantations, et puis le parc a soutenu financièrement la réalisation de ces plantations via des recherches de fonds qu'on a réalisées de notre côté. Un aspect important qu'on conduit dans le cadre du parc, c'est la sensibilisation des usagers et des visiteurs à la forêt. On accueille beaucoup d'enfants en forêt, beaucoup de classes, notamment aussi des classes du Mont-sur-Lausanne. On développe des infrastructures pour l'accueil des classes en forêt. Donc, à ce stade, on est plutôt sur le modèle où on a des animateurs qui accueillent les classes. Et après, notre objectif, c'est de pouvoir proposer des infrastructures pour faciliter aussi aux enseignants l'école en plein air. Et puis, donc, quand je dis des outils, c'est des dossiers pédagogiques, mais aussi justement des places d'accueil qui permettent aux enseignants d'avoir des activités en plein air. Et puis, on a aussi un programme de balade accompagnée annuel qu'on réalise maintenant depuis l'année 2017 et qui est ouvert à tout un chacun. Donc, si ça vous intéresse, là, on vient samedi dernier de terminer la dernière balade du programme 2022. En général, c'est au mois de février-mars qu'on sort le programme de l'année. Et cette sensibilisation des usagers en forêt, elle se fait via justement des activités où on encourage les gens à découvrir les patrimoines culturels et naturels, mais elle se fait aussi en fait simplement en étant en contact avec les gens qui sont en forêt, indépendamment de la création du parc. Et puis c'est la particularité en fait de cette forêt du Jorat, c'est qu'elle est fortement fréquentée. Donc on a la chance d'avoir pu mettre en place un dispositif en forêt qui nous permet de suivre la fréquentation. C'est simplement ça s'appelle des éco-compteurs, c'est des machines avec des cellules qui se déclenchent chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Donc c'est complètement anonyme, c'est juste un nombre qu'on a. Et puis avec des machines qui sont capables de distinguer si on a des piétons, des VTTistes ou des cavaliers. Et puis, voilà, sur l'année 2021, on a environ 500 000 personnes qui sont passées devant ces éco-compteurs. Donc, ils sont situés à des points d'accès assez stratégiques. Ça ne nous permet pas de dire qu'on a 500 000 personnes en forêt, mais que devant ces points-là, on a 500 000 personnes qui sont passées. À 3/4, ce sont des piétons. Et puis ensuite, le dernier quart se répartit pour 90% sont des VTTistes et puis 10% derniers des cavaliers. Donc, les cavaliers sont vraiment les usagers qui fréquentent le moins la forêt. Cette fréquentation, elle est assez particulière parce qu'en fait, on crée une aire protégée et puis nous, on doit justement suivre la fréquentation du public de cette aire protégée et puis de suivre aussi les potentiels impacts que les usagers ont sur la forêt. Donc ce qu'on a aussi au sein de notre équipe, on a la chance d'avoir une personne qui est présente dans le terrain pour aller à la rencontre des gens, puis pour leur expliquer en fait, les bons comportements à avoir en forêt. On sait qu'il y a des endroits, il y a des hotspots, des lieux où les gens ont plus facilement des comportements qui sont difficiles pour les milieux naturels, où il y a plus de déchets par exemple, et ce genre de choses. Donc nous, on arrive à identifier en fait les endroits où on doit aussi renforcer la sensibilisation qu'on a auprès des usagers. Le parc travaille aussi à des questions de valorisation des ressources du territoire, donc valorisation de la ressource bois. Alors on me dit souvent, mais en fait, le parc, on crée une réserve et on arrête de couper du bois, puis en même temps, vous cherchez à valoriser la ressource bois. Donc en fait, pour nous, on arrive complètement à vivre avec ce paradoxe, dans le sens où déjà, la biodiversité des milieux qui sont exploités est différente. Donc on a aussi certaines espèces qui ont besoin de ces milieux exploités, qui sont des milieux plus ouverts pour se trouver bien. Et puis la ressource bois, c'est une ressource durable et puis une ressource importante pour le Jorat. On est dans des forêts qui sont historiquement liées à la production de bois et dans l'aire protégée du parc, qui représente environ 10% de la forêt du Jorat, on laisse la forêt en libre évolution, mais dans le reste des forêts de manière générale, on peut avoir une exploitation raisonnée et durable de la forêt
et les forestiers de la ville de Lausanne y prennent un soin tout particulier. Les ressources du territoire, pour nous, ça s'étend aussi au dehors du territoire du parc, c'est aussi les ressources du tourisme doux, les ressources des produits du terroir. Et puis là, on a développé une application qui permet, en fait, qui propose des circuits de balade et puis qui met en évidence les partenaires tourisme loisirs de la région. Et puis finalement, le parc travaille aussi à des projets de recherche scientifique, c'est-à-dire que c'est vraiment une des missions qui nous sont données par la Confédération. On a développé tout un concept de suivi scientifique de l'aire protégée, où on compare toujours ce qui se passe dans l'aire protégée de ce qui se passe en dehors, et on travaille pour la réalisation de ces suivis scientifiques avec l'Université de Lausanne, avec le WSL. Il y en a certains qu'on réalise nous au sein de l'équipe, et puis qui nous permettent en fait, on va les répéter ponctuellement, qui vont nous permettre de voir l'évolution de la mise en réserve de cette forêt. Et puis on est depuis cette année aussi au bénéfice d'une convention de collaboration avec l'Université de Lausanne. On a une commission scientifique qui est instaurée depuis 2017 également. Donc on a un pôle de recherche scientifique dans le Jura qui est maintenant bien implanté et puis qui nous permet de générer des projets et des réflexions sur ce territoire forestier particulier du fait qu'il est proche d'une agglomération. Derrière tous ces projets qui sont conduits, il y a une équipe de 5 personnes avec justement une personne qui est sur ma photo à ma gauche, qui est notre garde nature, c'est la personne qui est dans le terrain. Peut-être que si vous êtes des usagers de la forêt, vous l'avez déjà rencontré. C'est lui qui est dans le terrain pour justement aller à la rencontre des gens et puis les sensibiliser aux bonnes pratiques. On a ensuite à côté de lui mon collègue Maxime Rebord qui s'occupe de tout ce qui est sensibilisation à l'environnement. Donc c'est lui qui pilote les accueils de classe, c'est lui qui pilote le programme annuel de balade accompagnée. Ensuite, on a ma collègue Mélanie qui elle est biologiste, donc elle pilote tout ce qui est suivi scientifique et réalisation de mesures biodiversité en dehors de l'aire protégée du parc. Et puis ensuite, ma collègue Louise Meister qui elle s'occupe plutôt du suivi scientifique en termes de monitoring des usages justement, qui pilote l'aspect des données des éco-compteurs et qui valorise les données à ce niveau-là. Et il n'y a pas ma dernière slide, c'est pas grave, c'était juste une jolie photo pour vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Alors, pendant que M. Monachon s'installe, est-ce qu'il y a une question pour Mme Chanel? Il y en a plein. Bonjour. Regardez-la pour tout à l'heure. Merci pour votre intervention. Qu'en est-il de la gestion du risque d'incendie de forêt, notamment quand on laisse une forêt évoluer par elle-même? Est-ce que ça présente un risque supplémentaire? Et si on a encore des étés comme celui-ci, comme celui qu'on vient de vivre et qui se répète, on risque de se retrouver dans la situation des pays plus au sud. Alors jusque-là, dans la forêt du Jura, on a la chance que c'est une forêt qui est très humide. Donc il y a beaucoup, le terrain voilà, il y a beaucoup de sources, il y a beaucoup de ruisseaux. Mais après, voilà, ça ne veut pas dire que ce sera toujours le cas. Ce qu'on s'assure dans le cadre de la gestion du parc, c'est de garder des axes accessibles pour les interventions de pompiers, justement. Donc en fait, c'est des réflexions qu'on conduit avec la ville de Lausanne. C'est d'identifier en fait des tracés pour maintenir aussi simplement les gabarits des chemins, qu'il y ait des camions qui puissent passer, et puis d'identifier effectivement les axes stratégiques pour toujours pouvoir permettre des interventions de ce type-là. Merci beaucoup. Vous gardez votre question pour tout à l'heure. Comme ça, nous pourrons passer maintenant à M. Sébastien Monachon, qui va nous parler des microforêts Miyawaki et des haies gourmandes. M. Monachon est entre autres fondateur de l'association The 1 Billion Trees Project. Comme ça en anglais. Donc je lui souhaite la parole. Bonsoir. Donc je vais commencer par une petite présentation. Je m'appelle Sébastien Monachon. Là, vous voyez à l'écran mon fils, ma fille et ma
photo suivante. Ah non, pardon, oui, j'avais préparé 2-3 photos pour montrer un peu ce que je fais. Voilà. Pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'on a? Chose des mariages. Voilà. Des cérémonies. Ça, c'est court-métrage à Neuchâtel, c'est super. On fait des courts-métrages. Des cérémonies HEC. Un coupé de fil. Voilà, pour des personnes malvoyantes. Une décoration de buste. Ah oui, la permaculture, ça c'est dans le jardin. On a un jardin, donc il y a des bébés. C'était des pois mange-tout, des tomates, une petite courgette. Et ça c'est une chenille rigolote que j'ai laissé manger, enfin il y en avait plusieurs, elles ont mangé tous les fenouilles. Vraiment elles adoraient ça, puis elles sont assez drôles parce que si on tapote sur le bout, il y a des petits trucs oranges qui sortent. Voilà. Bon, il ne faut pas trop les embêter parce que je pense qu'elles ne sont pas très contentes. Et ça nous amène à ça. Voilà. Donc en fait, en 2019, j'étais au fond du bac, mais fond du bac, grave fond du bac, parce que j'allais sur les réseaux sociaux, j'étais dans tous les groupes qu'on peut imaginer, j'étais un jardinier, j'étais plein de choses, et je vais voir un psy. Voilà, début 2019, je n'avais jamais fait, et puis je me demandais si j'étais fou. Donc au bout de 2 séances, finalement non, en fait je ne suis pas fou, c'est juste de l'éco-anxiété, juste de l'éco-anxiété, juste. Et du coup je cherche des trucs à faire, donc j'avais des projets photos, toujours la photo quoi, donc je m'étais dit on va photographier les grands arbres à Lausanne, j'en ai fait quelques-uns et puis j'ai pas soumis le projet. Je m'étais dit on va photographier les artisans, donc j'étais voir un artisan, j'ai photographié ce qu'il faisait, je me suis dit ouais, ça va pas assez loin. Et à un moment donné, je dis à ma compagne, oh là là! Donc elle était enceinte de Noémie, qu'on a vu avant, 5 mois enceinte, et puis Mathieu, 1 an et demi, qui courait partout. Puis je lui dis, il faut que je parte en Belgique tout de suite, j'ai trouvé un truc incroyable, ils plantent des arbres, c'est super, il faut que j'aille voir comment ça se fait. Donc du coup, je la plante là, pendant 1 semaine, pour aller en Belgique, et apprendre à planter, enfin voir comment fonctionne la méthode Miyawaki, ce dont je vais vous parler à l'instant. Voilà, Akira Miyawaki. Donc en fait, c'est un docteur en biologie japonais qui a mis au point une technique pour régénérer rapidement une sorte de forêt naturelle. Forêt naturelle parce que si on laisse la forêt s'implanter, ça prend super longtemps. Il y a des ronces, il y a des noisetiers qui viennent, il y a des aubépines, des trucs comme ça, c'est hyper long, ça va pas assez vite, donc il s'est dit on va booster un peu le truc, puis on va tout mettre ensemble. Donc en fait la technique c'est, lui ça va vraiment assez loin. Ce qui se fait en Europe, ça va un petit peu moins loin. On commande les plombs dans une pépinière et puis on les installe. Lui, c'est carrément, on regarde ce qui pousse dans les forêts primaires, si on a encore des forêts primaires. Alors nous en Europe, en tout cas en Suisse, on n'a pas vraiment. Mais disons, on regarde ce qui pousse autour, on prend les graines, on les développe, donc on a une grande diversité génétique d'arbres. On prend un peu tout ce qui pousse, tout ce qu'on a envie de mettre, que ça aille de l'arbuste jusqu'à l'arbre de canopée, donc l'arbuste, je sais pas, quelques mètres, jusqu'à 50 mètres, voire plus. Et puis, on les fait pousser dans des petites pépinières, comme ça, et ensuite, on les installe très serrés, hyper serrés, 3 par mètre carré, ce qui peut surprendre parfois. Et donc, ça permet d'atteindre en fait assez rapidement une espèce de forêt finalement qui est où toutes les strates sont occupées, c'est-à-dire de arbuste jusqu'à arbre de canopée. Donc je me dis ouais c'est génial, on va faire ça maintenant. Je regarde juste mon papier, je n'ai pas tellement l'habitude de parler en public, je ne suis pas en train d'oublier plein de trucs. Voilà. Ah oui, et puis je vais juste vous montrer un livre. Donc ça c'est M. Miyawaki, malheureusement il est décédé l'année passée à 92 ans, il a planté environ 42 millions d'arbres durant sa vie, donc c'est pas mal. Et puis j'étais tombé sur 1 ou 2 personnes qui étaient sceptiques il y a quelques temps par rapport à la technique Miyawaki qui peut être mal utilisée à mon sens, parce que quand on plante très dense, ça ne sert à rien de faire, je ne sais pas si on fait une énorme surface au centre de la surface, voire même à peu près partout. Au bout de 20 ans, il n'y aura plus de lumière qui atteint le sol. Donc, en fait, les arbustes qu'on aurait plantés au centre, ben, ils ne vont pas pousser ou ils vont mourir. Et voilà, donc à mon sens, c'est plutôt adapté pour faire des haies, ou des choses comme ça, des bandes de forêt. Et puis, donc, cette technique Miyawaki, en fait,
j'ai été suivre cette formation, puis j'ai commencé, comme je suis autodidacte, pour tout en fait, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais autodidacte, j'ai régulièrement dévalisé la librairie de la Louve à Lausanne, c'était une livre d'occasion, puis j'avais acheté le Jardin naturel et les atlas visuels de Pagnot-Lausanne, qui date de 85, c'est pas tout récent. Et en fait, il y a une méthode qui est décrite, c'est si on veut faire une haie dans son jardin, on va demander au garde forestier si on peut récupérer des plantes qui sont, voilà, on aimerait bien mettre dans son jardin, on regarde avec lui, on les prend quand ils sont tout petits, on les met très serrés, tous les 50 cm, et ça ressemble vachement à la méthode Miyawaki. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent regarder, si quelqu'un est intéressé. Non, je pose le livre. Et donc, je reviens, je cherche un terrain. Alors, il se trouve que mon père qui habite à Marterange, d'où je viens, je suis originaire, c'est un anneau bled qui se situe au-dessus de Moudon, voilà, une 80aine d'habitants. Et il a un grand verger, et je lui ai demandé, ouais, on pourrait pas planter des arbres. Puis il m'a dit, oui, mais il faut regarder avec Bernard, parce que Bernard, il loue le terrain pour mettre ses moutons et ses abeilles. Voilà, donc je regarde avec Bernard, puis il était là, regarde tout en bas. Donc je regarde tout en bas, je lui mets un filet à mouton, on le voit, ouais, il y a un filet à mouton, et du coup, ensuite, quand tout le monde est d'accord, j'ai regardé aussi avec un inspecteur forestier, je sais pas, j'ai appelé le canton pour être sûr que je pouvais faire ça, que ça n'allait pas basculer toute la parcelle, donc c'était bon. Ça ne bascule pas la parcelle en zone forêt, ça pourrait m'embêter. Et puis, il m'a juste dit qu'il faut être à minimum 6 mètres de la forêt existante. La forêt qu'on voit derrière, c'est la forêt existante. Du coup, pas de souci, on est bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour cette méthode Miyawaki de plantation très serrée? On paille. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de creuser un trou dans une prairie, c'est hyper dur, il y a de l'herbe, ça fait des touffes de racines, c'est impossible. Donc on va céder des vers de terre notamment, on met de la paille, et là du coup c'est un micro-village, nano-bled, il y a le paysan du coin qui nous a vendu 2 balles de paille, la paille d'orge, en fait elle est super, la paille d'orge, parce qu'elle est assez, je sais pas comment dire, mais elle va bien. Du coup on étale ça, et puis pendant ce temps je commande les arbres, donc en fait je me posais des questions, est-ce que je regarde le terrain? J'ai été voir sur les sites de la Confédération pour savoir la nature du terrain. J'ai fait le test à bouteille, on met un peu de terre dans une bouteille avec de l'eau, puis on regarde si c'est très argileux, etc. Et puis finalement, après mûre réflexion, je me suis dit, on va tout mettre. Voilà. Pas forcément les arbres adaptés, mais on met tout. Donc ça, c'est le classeur de plantation. Voilà. Ça donne un truc où il y a plein de terre, parce que on a les mains plein de terre, lignons, tout. Et là, on a la liste d'arbres. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut regarder. Je vous passe le classeur. Oui, ça vous intéresse? Ah voilà. Hop, vous pouvez passer. Puis derrière, il y a la liste des arbres, comment ils ont été plantés. Donc, en gros, on met cette paille. Et puis, pendant ce temps, je sélectionne les arbres. Donc, finalement, j'ai pris un peu de tout. Et arrive le moment de la commande. Donc, je commande mes 300 plants. Vu que c'est 3 arbres par mètre carré, 100 mètres carrés, ça fait 300 arbres. Il faut savoir que les arbres, quand on les commande, ils sont tout petits parce que sinon c'est cher. La ville de Lausanne le sait apparemment. Donc moi, ils sont tout petits, ils ont 2-3 ans, ça ressemble à des bouts de bois, ça ne veut rien dire. C'est ça. Voilà. Puis là, vous remarquez un truc, donc c'est en décembre 2020. Voilà. Donc il y a de la neige, et je vous garantis que la neige, c'est super pas bien pour planter des arbres. Mais bon, comme vous le voyez peut-être, c'est en racines nues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre autour des racines, c'est ça aussi qui fait que c'est un peu moins cher, c'est environ 5 francs l'arbre. Voilà, mais on se retrouve avec ça, avec mon meilleur ami, et puis il faut quand même planter parce qu'ils ne vont pas survivre très longtemps quand ils ont les racines nues, sinon il faut faire... L'arboriste m'a expliqué, mais je n'ai pas hyper bien compris, il faut faire des couches avec du sable, on n'avait pas de matos. Donc on se dit, bon, on va quand même planter, ma foi, tant pis. Donc si vous voulez planter des arbres, évitez la neige, c'est pas super, évitez juste après la pluie, pendant la pluie, voilà, il faut que ce soit un peu humide, pas trop, voilà, c'est hyper compliqué, la nature. Du coup, on plante ces arbres, il y a la famille qui aide, il y a des amis qui viennent aider, et finalement on arrive quand même à tout planter. Donc 300, ouais, 300 c'est, enfin comme on voit là, il y a par exemple un chêne de 3 ans, c'est un espèce de bout de bois qui a à peu
près grand comme ça. Franchement, ça ressemble à rien. Mais c'est un chêne. Voilà. Et du coup, quand on a tout planté, ben, ça fait ça. Donc c'est assez vite planté finalement. 300 arbres, si on a bien paillé, la terre elle devient hyper souple. Donc c'est très simple. C'est cool. Donc là, on a nos 300 arbres et on a le sacré filet à mouton. Alors le filet à mouton, on l'a viré au bout d'un moment parce que mon père a passé la débroussailleuse autour quand il y avait de l'herbe qui avait poussé. Et évidemment, ça s'est pris dans le filet à mouton, il a perdu 2 mètres. Voilà, donc on a remplacé par des piquets. Alors ça, c'est en mai 2021, donc qu'est-ce qu'on va dire, 5 mois après, 6 mois après. Donc les arbres, ils ont pris, ils ont un peu des feuilles, et puis on va voir, une année après, ce qui se passe. Ça pousse, c'est super. C'est hyper dense. Pardon, je suis perdu, il faut que je regarde ma feuille. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc on a ces 300 arbres qui sont en train de pousser, et... Ah oui, j'avais une autre photo, pardon, désolé. Donc là, c'est une vue de plus près pour voir un peu la densité du truc. Donc c'est vraiment un gros bordel, j'adore. Ça ressemble vraiment à une lisière de forêt qui n'aurait pas été coupée. Si vous regardez, si vous allez justement dans la forêt du Jura, c'est la lisière de la forêt, c'est là où il y a vraiment le bordel, quoi. Il y a des trucs qui poussent partout, c'est très très dense. C'est pas comme si on va sur une forêt de hêtres, où finalement il n'y a pas grand-chose, ou une forêt de sapins ou résineux, où il n'y a quasi rien, parce que les résineux ils lâchent leurs épines, ça fait un tapis et ça se décompose très très lentement, donc il n'y a pas grand-chose qui pousse. Ah oui, l'importance de la barrière autour de ça, c'est que les chevreuils ils aiment bien manger des écorces, puis quand les arbres sont tout petits, ben, eux ils sont pas très contents en fait. Donc voilà, mettre une protection autour, et on m'avait posé la question, ouais, mais c'est quand même vachement beaucoup d'arbres. Ah oui, je dis arbre, ça va bien sûr de arbuste à arbre de canopie. Donc il y a du chêne et je sais pas, du rosier sauvage par exemple. Le rosier sauvage, c'est pas très grand. Il y a aussi du lierre. Bon, le lierre, il n'a pas trop aimé la couche de paille. Donc en fait, est-ce que les arbres peuvent pousser l'un à côté de l'autre? Donc ça, c'est dans la forêt du Jura, c'est pas le parc du Jura. J'habite à Montrevert, donc ils font pas partie du parc naturel, ce qui est bien dommage. Donc en fait, ouais, ça peut pousser tout près, donc ils sont assez grands, c'est les mêmes arbres. Hein. Donc on voit qu'ils sont plus près, ça serait un peu difficile, on va dire. Et ils pousseraient bien. Alors, si je ne me gourre pas, ça va être. Ah oui, parce que je n'ai pas encore toutes les connaissances absolues de tous les arbres. Je trouve difficile de les reconnaître à l'écorce, mais je pense que c'est un hêtre. J'imagine, ouais, on me fait oui, c'est un hêtre. Du coup, il n'y a pas de feuilles parce que c'est en hiver. Voilà. Et donc ça, c'était Miyawaki, concept, donc pas forcément que japonais, mais disons de plantation. Et puis j'ai soumis à ma commune, parce qu'ils avaient défriché une bonne partie, enfin 700 mètres carrés de forêt. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une haie Miyawaki tout autour de la parcelle, et puis mettre plein d'arbres fruitiers. Donc le garde forestier était assez enthousiaste. Il m'a juste dit, ouais, mais quand même, olivier, amandier, puis figuier, je suis pas sûr. C'est vrai qu'on est à 850 mètres. Alors, figuier, j'ai acheté 2 figuiers de Bornholm, c'est des figuiers qui viennent du Danemark, puis qui tiennent -20, et puis -20 degrés donc. Et puis, olivier et amandier, en fait, il y a des cultivars qui devraient tenir -15. On est un peu limite, mais ça pourrait le faire. Voilà. Je m'étais dit pourquoi pas. Et puis là, il y a l'inspecteur forestier, si je ne me trompe pas. Alors lui, il a dit ouais, non, alors là, c'est zone bois, donc il faut mettre que des trucs pour le bois. Voilà. À la limite, vous pouvez mettre du cerisier sauvage, enfin voilà, des fruitiers autres, indigènes. Et puis surtout, alors là c'est pas représenté, mais j'avais prévu un chemin en copeaux, mettre plein de petits arbustes, fruitiers aussi. On avait fait un appel à bouture pour récupérer en fait des arbustes dans la commune, donc les boutures. Et puis en fait tout ça tombe à l'eau. Donc voilà, on va chercher un autre terrain qui ne soit pas en forêt. Donc si vous avez un projet de plantation,
de forêt gourmande, c'est pas dans la forêt, parce que ça va pas le faire. C'est trop compliqué, les lois sont assez strictes, c'est difficile. Voilà. Et puis, voilà, ça c'est autre chose. Donc toujours en 2019, quand j'étais au fond du gouffre, je suis aussi tombé sur le docteur Thomas Krauser. Alors j'ai pas demandé l'autorisation pour la photo, mais disons c'était sur le site de l'EBFZ, donc il est docteur de l'EBFZ. Et puis en fait, lui, il a fait une étude avec son équipe pour savoir, ouais, le réchauffement climatique, c'est quand même un peu pénible. Est-ce que ça serait pas cool de voir combien d'arbres il faudrait planter? Alors, il a dit, ils ont estimé qu'il fallait planter 1200 milliards d'arbres. Et du coup, 1200 milliards d'arbres, sur Terre, il y en a 3 milliards, donc ça fait pas mal d'arbres. Et puis, ben, j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, c'est cool, on va lier ça à Miyawaki. Alors, plantons 1 milliard d'arbres. Du coup, on a fondé l'association T1BTP, The 1 Billion Trees Project, qui viserait à planter 1 milliard d'arbres en Suisse. Alors, arbre, ça va toujours de arbuste à grand arbre, donc ça fait un peu moins de vrais arbres, on va dire, sachant qu'en Suisse, il y a 500 millions d'arbres. Donc, moi, je propose qu'on replante des haies à peu près partout, chaque fois qu'on a un espace vert, plutôt que de faucher, puis ça embête les cantonniers ou autres, on met des arbres. Partout, 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 partout. Si on veut mettre des fruitiers dedans, on met des fruitiers aussi avec. Voilà, donc nous, on recherche tout ce qu'on peut, des terrains, de la main-d'œuvre et puis du financement. Voilà, vous pouvez me contacter si vous avez envie. Ah oui, je voulais juste terminer sur 2 choses. Je fais vite, désolé, je sais que je suis hors limite. Elle m'a dit que je suis totalement hors limite. Alors, 1 milliard, qu'est-ce que ça fait? 1000 secondes, ça fait 3 heures. 1 million de secondes, ça fait 10 jours. Et 1 milliard de secondes, ça fait 30 ans. Voilà. Ça marche aussi avec l'argent, ça permet de relativiser ou prendre conscience de certaines choses. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, ça c'est mon côté un peu rêveur. Et puis, quel est le meilleur moment pour planter un arbre? C'était il y a 20 ans. Quel est le prochain meilleur moment pour planter un arbre? C'est tout de suite. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que M. Felber est arrivé? Oui. Alors, pendant qu'il s'installe, est-ce qu'il y a une question pour M. Monachon? Oui, je passe le micro. Est-ce que vous avez compté ou recensé le nombre d'arbres qui n'ont pas poussé sur la totale que vous avez bloquée? Oui, alors on est à peu près à 90% de taux de survie. C'est clair que, par exemple, en 2020, quand on a planté en décembre, dans la neige, bon, c'était vraiment pas idéal, c'est pas super. L'année 2021, si vous vous souvenez, c'était ultra pluvieux, donc j'avais mis, j'ai pas le classeur sous la main, je peux me déplacer, il y avait, je crois, 8 ou 10 hêtres, je pense qu'il n'en reste plus, en fait. Ils n'ont pas du tout aimé avoir les pieds dans l'eau. Par contre, ce qu'on voyait sur la forêt, c'est que les plus grands arbres, ce qui a bien poussé, ce qui n'aurait pas dû pousser, en fait, ce qui n'aurait pas dû super bien pousser, c'est les saules. Les saules ont été hyper contents d'avoir les pieds dans l'eau. Cette année, grâce à la paille, ils ne sont pas morts, ils ont l'air d'aller bien. Voilà. Après, encore une fois, je suis autodidacte, je n'ai pas encore beaucoup de recul là-dessus, mais voilà, je pense à peu près 90%, donc il y a une trentaine d'arbres qui doivent être morts, je pense, ou qui n'ont pas poussé, on verra, à peu près, donc ça paraît pas trop mal. Enfin, à mon sens, pas mal. Ça va? Merci, M. Monachon. Donc je vais passer la parole. Juste, pardon, je vous le classeur, parce qu'il faut que je le récupère. Non, mais vous pouvez le garder encore un moment, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire passer. Il faut juste que je le récupère après, parce que c'est l'original de la plantation, que j'ai évidemment pas encore recopié sur l'ordinateur. Merci. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à M. François Felber, qui est un jeune ancien directeur des musées et jardins botaniques cantono-vaudois et qui va nous parler de quels arbres peupleront l'arc lémanique dans le futur. Donc, c'est la parole. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, effectivement, je suis passé de vieux directeur au 1er octobre à jeune retraité. Et puis, je vais vous parler un peu de la
l'aspect biologique du changement climatique. Et c'est un aspect ça me permet de faire au départ de publicité pour l'exposition qui a lieu actuellement au Musée botanique de Lausanne, et mon nom qui est Vert, ville et végétal en transition, et c'est une exposition qu'on fait en partenariat, une exposition partenaire au musée historique de Lausanne. Donc ce dont je vais vous parler, c'est un des aspects dont on parle dans l'exposition, et puis c'est aussi des aspects dont j'ai pas mal traité dans mes enseignements. Donc là, changement climatique, on est tous au courant, on a une augmentation de la température terrestre qui était énorme depuis l'époque industrielle et qui a été à une vitesse qui n'a jamais été égalée auparavant. Et si on prend quelques chiffres, depuis 1864, la température moyenne de 2 degrés a augmenté, donc de 2 degrés, et on s'attend à une hausse de 2 à 3 degrés supplémentaires d'ici 2050. Il y a les COP qui discutent de tout cela, et c'est clair que ce réchauffement climatique, il induit des modifications des écosystèmes, des habitats, et qui à terme vont changer les conditions de la flore et de la faune, et la flore en place, finalement, va peut-être trouver des conditions qui ne lui conviennent plus. Donc qu'est-ce que doivent faire les plantes dans ces cas-là, et les animaux aussi? Eh bien, ils doivent soit s'adapter, donc être sélectionnés ou développer des gènes qui sont résistants à ces changements climatiques, à la sécheresse, à la température, ou elles doivent migrer. Quelques exemples d'impact du changement climatique en Suisse. Eh bien, on a à Listal la floraison des cerisiers qui a avancé de 2 semaines. Le panico des Alpes, qui est une plante des préalpes vaudoises rare et menacée, qui se trouve aussi dans l'ensemble des préalpes suisses, elle est menacée par le changement climatique en particulier. Ici, il y a le panier chanvre qui est une plante qui est vraiment invasive. Au Tessin, ça pose des très gros problèmes dans les sous-bois et qu'on trouve également maintenant en train de se ressemer sur la Riviera. Et c'est une plante, c'est assez scandaleux, qui se trouve dans tous les garden centers en action régulièrement 2 ou 3 fois par année. Donc s'il vous plaît, mettez de l'herbicide dans les garden centers et coupez les herbes qui sont chez nous. Les herbicides ne sont plus autorisés. Et puis, bien sûr, il y a des tempêtes et des événements extrêmes qui sont de plus en plus fréquents. Donc, voilà, j'ai dit que les plantes, et les animaux aussi, devaient migrer ou s'adapter. On ne va pas parler d'adaptation maintenant, on va parler de migration. Qu'est-ce que ça représente? Pour une élévation de température de 1 degré, une plante elle va chercher un environnement qui sera 1 degré plus bas. Donc ça veut dire qu'elle va devoir monter en altitude de 150 à 200 mètres d'altitude. Et puis pour le nord, ces chiffres sont plus compliqués à trouver, mais disons que c'est de l'ordre de 150 km. Et en outre, ce qui est aussi important, c'est que ce changement climatique ne va pas avoir le même effet sur toutes les espèces, que ce soit les plantes, les animaux, et même à l'intérieur des végétaux, l'effet ne va pas être forcément semblable. Par conséquent, il y a un risque que des périodes de floraison ne soient plus synchrones avec les pollinisateurs de ces espèces. Par conséquent, il peut y avoir à terme des problèmes de fructification de certaines espèces. Et les interactions entre les plantes et les herbivores, qui peuvent être les insectes, elles peuvent être aussi déréglées de cette façon-là. Donc, on peut avoir des effets collatéraux, si j'ose dire, de ce réchauffement climatique sur les écosystèmes en général et un dérèglement de ces écosystèmes. Alors, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, ici, vous avez la représentation pour la Suisse des différents étages de végétation. Quand on monte en altitude, eh bien, on passe progressivement
l'étage collinéen, où c'est l'étage où il y a des chênaies, il y a la culture de la vigne aussi, à des étages submontagnards et montagnards où il y a plutôt des feuillus avec du hêtre, et puis après progressivement des résineux. Et puis l'étage subalpin, c'est le dernier étage où il y a des arbres, c'est des étages où il y a l'épicéa, le mélèze, l'arole. Et l'étage alpin, lui, c'est l'étage qui est en dessus de la limite des arbres. Donc ce que vont devoir faire les plantes et les animaux, eh bien, c'est de, quelque part, c'est de retrouver les mêmes conditions climatiques, c'est de monter en altitude. Et elles ont aussi le choix, je ne sais pas si elles ont le choix, mais il y a théoriquement la possibilité eh bien, de progresser vers le nord. Et puis j'ai dit qu'environ, on peut parler d'une baisse en moyenne de 1 degré pour une progression de 150 km. C'était 1500, je me suis trompé, c'est 1500 km. C'est beaucoup. J'ai un doute. 150, ouais. On efface tout, 150 km. Donc ce qu'on voit, c'est que pour la Suisse, on voit la chaîne des Alpes et la chaîne du Jura. Et en fait, ce qui est un petit peu plus au sud, eh bien, c'est la végétation méditerranéenne au sens large. Donc on peut s'attendre, et puis on verra aussi que dans les arbres qui pourraient être adaptés au changement climatique, ben, c'est plutôt la végétation méditerranéenne qui va progressivement arriver en Suisse. Alors, ça c'est une vue théorique, hein. C'est qu'on imagine que les plantes doivent migrer, ou les animaux doivent migrer, mais il est clair qu'on est dans un habitat qui est très fragmenté, vu morcelé, vu l'influence humaine, et il n'est pas sûr que les biomes, donc les animaux, les végétaux, vont pouvoir aller assez vite. Donc on va se poser la question de savoir s'il faut faire une migration assistée, qui est soit le déplacement par les hommes, ça peut être des plantations, ça peut être des déplacements d'animaux vers des habitats climatiques où ils sont adaptés. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on appelle la niche écologique, qui correspondent aux caractéristiques écosystémiques d'une plante ou d'un animal, et puis on parle de niche écologique ou niche potentielle, c'est-à-dire où il y aurait les bonnes conditions, par exemple, de température et d'humidité pour se placer, mais il peut y avoir aussi, bien sûr, et il y a surtout la niche réalisée. Donc la plante, elle ne va pas forcément vivre dans tous les endroits où elles sont favorables. Donc on a tous, si vous allez aux champignons, on a tous trouvé beaucoup d'endroits à bolets, mais pas toujours des bolets où on s'attendrait à ce qu'ils soient, sauf dans le bois du jour. Donc, c'est important aussi dans le choix des espèces. On a fait des expériences un peu malheureuses avec le robilier faux acacia, par exemple, qui était l'introduction d'une plante d'Amérique du Nord en Europe et qui est devenue envahissante. Donc, ça a déjà été évoqué dans cette soirée, choisir plutôt des arbres et des plantes qui soient originaires du sud de l'Europe ou d'Asie mineure, parce qu'elles sont d'une part plus proches de chez nous, mais aussi potentiellement mieux adaptées au réchauffement climatique que nos espèces indigènes. Alors je ne vais pas aller en détail dans cette expérience, mais c'est intéressant de voir que l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage, c'est le VSL, qui a mis en place une grande expérience sur quelles essences d'arbres vont pouvoir supporter le réchauffement climatique en Suisse. Ils ont débuté les plantations en 2020, ils vont les achever en 2023, c'est 59 plantations expérimentales en Suisse, avec une fin d'expérience en 2050, et ça correspond à 55 000 plants au total. Chaque design est fait de façon à pouvoir tirer des observations indépendamment de la position. Et ici, c'est la liste des espèces qui ont été plantées. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des espèces indigènes, il y a des espèces méditerranéennes,
de l'Est de la Méditerranée, et puis il y a une espèce exotique d'Amérique du Nord, c'est le Douglas, qui est très planté en Europe et qui est souvent vendu sous forme de sapin de Noël bientôt. Donc, je pense que les représentants seront contents de répondre et de montrer les résultats en 2050. C'est aussi intéressant de voir qu'avec les arbres, eh bien, on ne peut pas jouer sur le court terme, il faut faire du long terme, et c'est remarquable que de telles expériences puissent être faites à long terme. Donc je vais passer maintenant brièvement sur un certain nombre d'arbres qui, a priori, seraient adaptés au réchauffement. Il y a le chêne vert, qui est typique du pourtour méditerranéen et qui se ressème en ville de Lausanne, en particulier au jardin botanique. Et on voit qu'il est présent dans les régions les plus chaudes, qui sont la région lémanique, le Tessin et même le lac de Neuchâtel. Il y a le charme, qui est une espèce du sud de l'Europe et qui est spontanée au Tessin. Le charme blanc, il tolère bien les conditions sèches et il a été planté, c'est des uniques arbres qui poussent sur la plateforme 10. Et ici, vous avez son aire naturelle au Tessin. L'érable à feuilles d'aubier, qui est une espèce indigène en Suisse et qui est répandue en Méditerranée occidentale, qui est bien résistant à la chaleur et à la sécheresse. Et on voit qu'il est présent sur le lac lémanique, une partie du Valais et puis tout le versant sud-est du Jura, dans les collines sèches du bas du Jura. Le mycopoulier, qui lui est présent dans le bassin méditerranéen et au Tessin, c'est un arbre qui est extrêmement planté à Lausanne et dans les villes parce qu'il est aussi résistant au sel, ce qui est utile lorsqu'on a un peu de neige. Et puis je vais juste évoquer les buissons du futur. Le bagnotier, qui est indigène dans les régions chaudes de Suisse, qui pousse dans tout le sud de l'Europe. L'aubour commun, qui est originaire d'Europe centrale et du sud-est, et qui pousse spontanément au Tessin, mais qu'on retrouve ailleurs en Suisse. Laurier noble, c'est le laurier sauce, qui est une espèce méditerranéenne qu'on retrouve aussi au Tessin. Et puis l'arbousier, qui commence à être pas mal planté en ville de Lausanne, qui est typique du pourtour méditerranéen et qui n'est pas encore recensé dans la flore suisse. Et puis dans notre exposition, on a fait un jeu où on peut reconnaître les plantes indigènes, non indigènes, et qui sont adaptées ou pas à la ville de demain. Et puis j'ai choisi malheureusement quelques perdants, qui est d'une part le hêtre, qui n'est pas adapté au changement climatique, le charme, même s'il a été beaucoup planté et non plus pas adapté, l'érable plane, donc toute une série d'arbres qui caractérisent nos forêts et aussi nos villes, à terme, sont menacés. Et puis j'aimerais terminer par une conclusion qui est que, j'espère que vous allez être convaincus, et que vous étiez convaincus avant, c'est que l'effet du changement climatique sur la végétation, c'est vraiment une question importante, que c'est un changement qui sera probablement rapide, mais on ne connaît pas la vitesse exacte, ni les possibilités qu'ont les espèces à s'adapter ou à migrer, et que bien sûr, il faut, la prudence est de mise, et qu'il est important de diminuer nos émissions de carbone, de suivre l'évolution des forêts et de la végétation, et puis de travailler à la conservation, à la restauration des écosystèmes, si c'est nécessaire. Alors, j'ai commencé par une page de pub, je termine par une page de pub. En fait, demain et après-demain, le musée historique de Lausanne et puis les JBC ainsi que l'Institut de géographie et durabilité de l'UNIL
propose en fait un colloque qui s'appelle Vers la ville au naturel. C'est au Palais de Rumine. Demain, ça commence, c'est gratuit, ça commence à 9h30. Ne pas manquer le café croissant à 9h. Et puis M. Ruda intervient l'après-midi. Merci de votre attention.